Bonjour à tous, c'est un 28e épisode de Legality Times à l'aune d'une jurisprudence récente que nous faisons aujourd'hui. La Cour d'appel de Paris vient d'infirmer un jugement du tribunal judiciaire qui intervenait dans le cadre d'un contentieux survenu sur la base d'un litige qui correspondait à un bien qui avait été acheté, un appartement en l'occurrence qui avait été acheté à Paris intramuros pour un prix manifestement surévalué. Bon. Il se fait que l'acheteur avait souhaité commander un diagnostic, mais que l'agent immobilier l'en avait dissuadé. Le notaire est resté quoi? Là, la chambre civile du tribunal judiciaire, la section civile du tribunal judiciaire est revenue sur a pris en compte, on va dire, les prétentions du demandeur qui avait donc assigné l'acheteur qui avait donc assigné son vendeur, mais aussi l'agent immobilier et le notaire pour défaut de conseil. Le tribunal judiciaire avait retenu la responsabilité du vendeur et de l'agent immobilier pour défaut de conseil, mais avait écarté celle du notaire, en expliquant que le notaire ne s'était livré à aucune manœuvre de dissuasion, qu'il n'était pas intervenu de façon négative, simplement qu'il était resté muet, donc sa responsabilité ne pouvait être engagée. L'acheteur était insatisfait et a fait appel. Le demandeur a fait appel parce qu'il souhaitait voir la responsabilité du notaire engagée. La Cour d'appel de Paris vient de rendre un jugement le 8 septembre dernier qui retient la responsabilité du notaire au titre de défaut de conseil et qui considère que le notaire aurait dû proposer d'établir un diagnostic, aurait dû proposer d'établir une évaluation du bien, que on va dire le prix par trop élevé aurait dû lui sauter aux yeux et qu'il aurait dû prendre les devants et effectivement, dans la circonstance, conseiller à l'acheteur de faire une évaluation, sinon d'en faire une d'office. Voilà. Alors, c'est assez, vous allez dire, c'est assez rocambolesque. En vérité, non, parce que c'est quelque chose qui est assez attendu. Le notaire se doit de conseiller effectivement, d'évaluer le bien que vous êtes sur le point d'acheter. Il en va de même en Espagne de l'avocat qui fait le travail de conseil du notaire et qui se doit de conseiller son client et de faire évaluer le bien avant de l'acheter. Donc c'est notre sujet d'aujourd'hui. Que se passe-t-il si il s'avère que j'ai fait acquisition d'un bien pour un prix bien supérieur à sa valeur marché, sa valeur vénale? D'abord, c'est très simple. N'est pas là pour annoncer de mauvaises nouvelles, mais enfin, il est extrêmement rare que les tribunaux fassent droit à une action civile basée sur une surévaluation du bien. Pourquoi? Parce que dans l'immense majorité des cas, ceux qui vont aller réclamer un dédommagement au titre de l'achat d'un bien surévalué n'ont pas demandé justement de diagnostic, n'ont pas demandé à ce que le bien soit évalué. Et dans la plupart du temps, la plupart des cas, les magistrats considéraient que il fallait vous en prendre qu'à vous. Et effectivement, la première chose qu'il faut faire,
quand vous achetez un bien, c'est prendre l'indice de valeur cadastrale, qu'on soit en France ou en Espagne. L'indice de valeur cadastrale, qui d'ailleurs souvent sera très en deçà du prix valeur vénale, et il faut faire une évaluation. Alors c'est obligatoire quand vous contractez un prêt pour financer l'achat de votre bien, parce que c'est la banque qui vous le demande, que ce soit en France ou en Espagne d'ailleurs. Donc l'expert ou le tachador en Espagne va faire une évaluation de ce bien, et à l'aune de cette évaluation, vous allez évidemment savoir si vous achetez votre bien au bon prix, ou si le montant qui vous est demandé est manifestement surévalué. Encore une fois, la valeur cadastrale, je veux dire, acheter un bien à l'aune de sa valeur cadastrale, c'est assez illusoire, parce que la valeur cadastrale sera pratiquement toujours en deçà, et même très en deçà du prix valeur marchande, valeur marché ou valeur vénale. Par contre, encore une fois, faire confiance d'entrer à votre agent immobilier qui vous dit que c'est un bon prix, bon, parce qu'évidemment, l'agent immobilier, son prix, eh ben, de son prix dépend le montant de sa commission, donc il a évidemment intérêt à ce que vous vendiez le plus cher possible. Ça, c'est clair. Donc, avoir toujours le réflexe, vous acheteurs, de demander le certificat valeur cadastrale. En Espagne, c'est donc le certificat de valeur cadastrale et la nota simple qu'il faut demander, puisqu'encore une fois, vous avez d'un côté le cadastre, de l'autre côté le registre de la propriété, le registre de la propriété qui fait le travail de recensement que ferait ici le cadastre au niveau municipal. Donc, pensez à demander ces documents, mais aussi à faire évaluer votre bien par un expert. Tachador immobiliario, d'accord? Vous faites faire un diagnostic, vous faites faire une évaluation, et à l'aune de cela, vous avez un indice chiffré qui rationnellement vous dira si vous achetez au bon prix ou pas. Donc, très malheureusement, encore une fois, si vous n'avez pas eu la présence d'esprit de le demander, ben, tant pis pour vous. Maintenant, si vous êtes assisté d'un avocat diligent, lui le fera. Et le travail de prévention en cela est énorme. En France, bon, c'est vrai qu'il n'est que chose peu commune d'engager un avocat pour superviser sa transaction de vente. Donc on s'attelle plutôt à compter sur l'agent immobilier et sur le notaire. Donc, encore une fois, si vous êtes un professionnel de l'immobilier diligent, vous pensez à faire un diagnostic et vous pensez à faire une évaluation qui soit correcte. Maintenant, l'agent immobilier, encore une fois, il va dans la plupart des cas, il va vous le proposer, mais il va le faire lui-même. Et son intérêt à lui, bien évidemment, c'est de vous le vendre au maximum. Donc, si votre agent immobilier vous le propose, c'est bel et bon. S'il ne le fait pas, encore une fois, il peut engager sa responsabilité. Là, en l'occurrence, il a engagé sa responsabilité au titre du défaut de conseil, mais c'est surtout à votre notaire qu'il faut le demander. Surtout à votre notaire qu'il faut demander à ce que le bien soit évalué. Et le notaire fera appel à un expert de façon à faire évaluer votre bien avec un chiffre juste. Encore une fois, aussi bien votre vendeur que l'agent immobilier ont intérêt à gonfler les prix. Vous faites attention à cela. Et en Espagne, eh bien, c'est votre avocat qui devra avoir la présence d'esprit de le faire. Une fois, un professionnel diligent, première chose qu'il demande, la nota simple, le certificat de valeur cadastrale. Et si, de toute évidence, le certificat de valeur cadastrale est indique un prix qui est en deçà, eh bien,
encore une fois, que vous soyez l'acheteur ou le vendeur, eh bien, il faut faire une évaluation par un professionnel, par ce qu'on appelle un tachador immobiliario. Si vous avez intérêt, si vous êtes vendeur, parce que vous avez tout intérêt, évidemment, à ce que l'acheteur ne prenne pas l'indice valeur cadastrale, qui est consultable par n'importe qui au reste. www.registro.es, qui est consultable par n'importe qui, de vous dire, ben voilà, le prix valeur cadastrale, vendez-le-moi à ce prix-là. Non, il ne peut évidemment pas l'exiger. Mais par contre, ce qu'il peut faire, lui, en tant qu'acheteur, c'est commander un service de taxation. Là, évidemment, avec un tachador qui sera peut-être pas tout à fait impartial et qui risquera de tirer le prix volontairement vers le bas, parce que lui, évidemment, a tout intérêt à ce que le prix soit tiré vers le bas. Donc, vous, vendeur, faites-le de votre côté. Quoi que fasse l'acheteur, commandez un tel service. Alors, évidemment, en tant qu'acheteur, d'autant plus intéressant que jamais aucun vendeur censé et doté d'un tant soit peu de discernement vous vendra le bien au prix cadastral, d'autant qu'il se peut que parfois en Espagne, il n'y ait pas de valeur cadastrale assignée au bien. Donc, encore une fois, dans ces cas-là, vous êtes censé acheter quelque chose qui vaut 0. Donc là, c'est autant le vendeur que l'acheteur qui doivent le faire. Et alors, de toute façon, si vous, en tant qu'acheteur, vous contractez un prêt derrière, ça sera obligatoire. La banque vous le demandera et le fera. Si la banque vous laisse la primeur de choisir le tachador, évidemment, vous le choisissez. C'est tenté qu'il soit homologué le système, par le système bancaire, mais enfin, vous le choisissez. Et sinon, c'est votre banque qui vous assignera un tachador qui fera son évaluation. Encore une fois, il serait erroné de penser que la banque a tout intérêt à sous-évaluer votre bien. Non. D'abord parce que ce bien va lui servir de garantie. Et ensuite parce que, encore une fois, un bien qui est évalué à sa juste valeur, et qui dont le prix valeur vénale ou valeur marché n'est pas tiré au rabais, c'est un bien qui fera l'objet par suite d'une vente plus avantageuse. Donc si jamais vous, acheteur, étiez amené à revendre votre bien avant d'amortir le prêt, eh bien évidemment, vous avez tout intérêt pour la banque à faire une jolie plus-value. Et le fisc aussi aura intérêt à ce que vous fassiez une jolie plus-value. Voilà. Bon, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, dans tous les cas, lorsque vous achetez un bien, ou lorsque vous vendez un bien, le passage par l'étape tachador est absolument obligatoire. Alors maintenant, si vous découvrez le poteau rose, vous avez acheté 300 000, quelque chose qui vaut 150 000. Bon. Ben, si vous n'avez pas été diligent, encore une fois, on va vous dire soit de vous en prendre qu'à vous, soit de vous en prendre à ceux qui ont manqué de diligence. C'était l'agent immobilier, maintenant c'est le notaire en France. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une jurisprudence qui intervienne et qui mette en cause la responsabilité de l'avocat ayant manqué de diligence vis-à-vis de son client qui était en train d'acheter son bien. Pour l'instant, pas à ma connaissance, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, pas au niveau Tribunal Supremo en Espagne. Au niveau cour d'appel, j'ai un exemple de la cour d'appel de Pontevedra, je crois, qui avait condamné un avocat qui avait engagé une action absolument farfelue sans tenir compte de la condamnation aux frais. Bon, dont a été victime sa cliente. Il n'avait pas avisé des risques, il a été condamné. Bon, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'un avocat ayant manqué de diligence sur une transaction immobilière soit condamné aussi. Mais enfin, pour l'instant, ce qu'on vous dit surtout, c'est prévenez la situation. Et si les choses sont prévisibles, eh bien, encore une fois, eh bien, soyez vous-même diligent. Ne venez pas après vous plaindre si votre propre diligence vous a induit en erreur.
Alors, qu'est-ce qui se passe si votre bien s'est dévalué du fait d'un facteur survenu ultérieurement? Dans la grande majorité des cas, les contentieux donc liés à une surévaluation du prix de vente interviennent du fait d'un événement survenu ultérieurement. Alors vous allez me dire c'est paradoxal? Non, en réalité, parce que admettons que les sols soient calcaires, ou admettons que vous soyez sur une bande de terrain meuble, ou effritable, ou n'importe quoi, ou qu'un risque de catastrophe naturelle quelconque. Si ce facteur-là intervient ultérieurement, mais qu'il était prévisible, là, vous allez pouvoir attaquer votre vendeur au titre du défaut de conseil, voire du dol. C'est-à-dire qu'il savait que il y avait un facteur qui pouvait intervenir, entrer en action à tout moment et qui aurait pour conséquence une forme d'évaluation de votre bien. Si vous n'en avez pas prévenu, là encore, ou si vous avez engagé un professionnel qui est censé faire un diagnostic et une due diligence et qui ne l'a pas fait, là encore. Mais enfin, si la dévaluation a eu lieu ultérieurement du fait de quelque chose, du fait d'un quelconque facteur qui n'a pas été prévisible, qui n'a pas pu être anticipé, parce que l'antériorité, le critère de l'antériorité du dommage ne pouvait pas, encore une fois, parce que vous ne pouviez pas déterminer votre dommage avec suffisamment de recul, ou bien parce que c'était quelque chose de véritablement, et je dis bien véritablement imprévisible, là, vous risquez d'avoir vos yeux pour pleurer. Alors, ce qui se passe lorsque vous avez un critère d'imprévisibilité, la qualité des sols, c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible. Le temps qu'il fait, ça l'est déjà beaucoup moins. Là où on va être vraiment sûr de l'imprévisibilité, encore une fois, si et seulement si vous êtes sur un facteur qui est survenu ultérieurement à votre achat, là où on va être sur quelque chose de beaucoup plus intangible, c'est tout ce qui a trait à la mauvaise qualité des matériaux et un effondrement mettons total ou partiel d'un édifice ou un effritement. Alors là, attention, on n'est plus sur la dévaluation du bien, on est sur la garantie décennale, on est sur l'exercice de garantie. C'est-à-dire que si vous êtes sur des matériaux de mauvaise qualité, parce que vous avez acheté une construction qui est neuve et qui s'avère être de mauvaise qualité, là, cherchez plus le terrain de l'évaluation, cherchez le terrain de la garantie du constructeur, et notamment de sa garantie décennale. Et vous prospérerez beaucoup mieux et beaucoup plus vite. En résumé, encore une fois, on veut mieux prévenir que guérir. Et tout réside dans la prévention. Et tout réside dans la façon dont vous allez vous entourer de garanties avant d'acheter votre bien. Partez en parfaite connaissance de cause. Et jamais au hasard. Hein. Je n'achèterai pas un kilo de tomates sans vérifier si on n'a pas une qui pourrit. Alors imaginez-vous, quand on achète un bien immobilier, combien il est important de vérifier absolument tout et de ne rien prendre à la légère. À tout bientôt et à la semaine prochaine. Portez-vous bien tous.